Au sommaire de cette édition, notre enquête au Mans sur le meurtre de deux comédiens, Yves Belluardo et sa femme Martine. Donc voilà, c'est là que ça s'est passé. Leur fille Julie se bat pour connaître la vérité. Ce qui me hante, c'est qu'ils ont dû être terrifiés, ils ont dû souffrir. Notre reportage avec la brigade anticriminalité dans le centre de Paris. Bonjour, tu peux me sortir ta poche? Histoire de star, le réalisateur Roman Polanski, toujours poursuivi aux États-Unis pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure en 1977. Mais tout de suite, notre enquête au Mans sur le meurtre d'un couple de comédiens. Julie a 27 ans, elle vit seule dans un studio à Paris. Jojo! Bah ça alors! Oh, il m'a bien eu! Jojo! Je t'aurais pas reconnu avec ta barbiche. Ça te la coupe. Oh bah ça tu peux le dire. Jojo, mon ancien fiancé. Elle regarde un sketch de ses deux parents, Martine et Yves. Ils étaient comédiens. Cher, les privations. Tu vois, je me suis déguisé en honnête homme. Maman qui me fait signe de venir. La petite fille sur les genoux de sa mère, c'est Julie quand elle avait 5 ans. Je suis sur les genoux de ma maman. Ces films, c'est tout ce qu'il reste à Julie. Il y a 4 ans, tout a basculé. Le soir du 27 novembre 2004, ses parents sont retrouvés morts, massacrés dans leur maison du Mans. Un double homicide d'une extrême violence. Martine et Yves ont été poignardés à plusieurs reprises. La brutalité du crime a traumatisé Julie. Ce qui me hante, c'est qu'ils ont dû être terrifiés, ils ont dû souffrir, que voilà, ils sont restés là par terre et puis voilà. J'ai pas compris, je crois que je comprends toujours pas quoi. Comment on a pu leur faire ça. Voilà. Ils me manqueront toujours. Depuis le drame, Julie mène un combat pour connaître la vérité. Une fois par mois, elle retourne au Mans, sur les traces de son passé. À Paris, je suis dans mon petit... Voilà, je suis à l'extérieur, je suis pas dans cette histoire, les gens sont pas forcément au courant, etc. Et ça m'a permis de reprendre le cours de ma vie à moi et de pas tout le temps... de pas rester enferré dans cette histoire. J'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie de vivre une belle vie aussi parce que... aussi pour maman et Yves, parce que ils étaient très attentifs à ça, donc c'est aussi pour ça, ça a été très présent dès le départ. Yves Belluardo était comédien. Il a joué avec les plus grands acteurs français, avec Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, avec Robert Hossein dans Les Misérables, avec Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté. En 1983, cet acteur parisien rencontre Martine Schied sur un tournage. Elle est professeure de français et comédienne. C'est le coup de foudre. Très vite, Yves s'installe au Mans avec Martine. Depuis, ils forment un couple à la ville, comme à la scène, et ils ne vivent que pour le théâtre. Lorsqu'elle arrive au Mans, la ville où elle a grandi, Julie accomplit toujours le même rituel. Première étape, au 43 rue de l'Éventail, là où se trouve la maison de son enfance, celle-là même, où a eu lieu la tragédie. Donc voilà, c'est là, c'est la maison de mes parents. C'est là que ça s'est passé. Cette fenêtre-là qui a été cassée pour rentrer et ça s'est passé là-haut. Là c'est le bureau et là c'est leur chambre. Le 26 novembre 2004,
Il est 23h30. Un individu enjambe les grilles de la maison. Il casse le carreau de la fenêtre. Au premier étage, réveillé par le bruit, Yves Belluardo se précipite sur le palier. Il tombe nez à nez avec l'agresseur qui lui tire 2 balles de revolver. Yves s'effondre. Le tueur se dirige alors vers la chambre où se cache Martine. Il la poignarde à 12 reprises et retourne achever Yves à coups de couteau. Alain Moreau, journaliste et écrivain, spécialiste des affaires criminelles, enquête sur ce double meurtre depuis 4 ans. Alors au départ, il y a une voisine qui s'étonne en se levant de bonne heure le matin de voir la lumière allumée, déjà allumée chez Yves Belluardo et Martine Schied. Elle s'étonne d'autant plus que 2 heures plus tard, la lumière est toujours allumée. Elle remarque à ce moment-là que la fenêtre est ouverte. Il fait froid, bon, elle est étonnée. Et puis, vers midi, quand même, elle vient voir ce qui se passe. Elle voit d'abord une autre voisine. Elles essaient toutes les deux de sonner. Personne ne répond à la sonnette. Elles finissent par prévenir un voisin. Ce voisin, le voici, il s'appelle Monsieur Vérité. Pas un instant, il n'imagine la tragédie qui s'est déroulée près de chez lui. Je suis allé voir par derrière s'il y avait quelqu'un, j'ai frappé à la véranda qui était fermée, et puis après je suis passé par devant pour regarder, pour voir si on pouvait taper au carreau ou pas, parce que le volet était ouvert. Et en arrivant devant la fenêtre, j'ai constaté que le carreau était cassé, et donc là on a prévenu tout de suite la police, puisque pour nous c'était clair, il y a eu un cambriolage, quoi. Immédiatement, Monsieur Vérité prévient la gendarmerie. Donc les gendarmes arrivent. Ils rentrent, ils suivent la même voie qu'ont sans doute suivi les assassins. Et dans un premier temps, ils ne voient rien de spécial. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas de désordre. Apparemment, ça n'a pas été fouillé. Et puis, malheureusement, alors ils montent à l'étage et là, ils découvrent l'horreur. La police scientifique passe la scène de crime au peigne fin. Tout est filmé, photographié. Traces de sang, empreintes digitales, ADN, tout est précieusement prélevé. 2 douilles sont retrouvées à côté du corps d'Yves. Selon les enquêteurs, les armes du crime seraient un pistolet 22 long rifle et un couteau de chasse à double tranchant type Rambo. Ces 2 armes restent introuvables. Les policiers dirigent alors leurs recherches vers le jardin public proche de la maison. On prend toujours un risque à partir du lieu du crime avec les armes sur soi, parce que vous pouvez vous faire arrêter pour n'importe quelle raison, et à ce moment-là, l'affaire est entendue. Donc en général, ce que font les assassins, les meurtriers, c'est toujours de se débarrasser le plus vite possible de l'arme du crime. On a sondé les bassins, on les a même, je pense, vidés totalement, tant il était important d'essayer de retrouver à tout prix l'arme du crime, qui aurait pu apporter un certain nombre d'éléments primordiaux. Cette arme du crime qu'on recherche encore. L'analyse des douilles ne permet pas de remonter jusqu'au propriétaire du pistolet. L'arme n'est pas déclarée dans le fichier de la police. Pour préserver la scène de crime, la maison est placée sous scellé. Même la famille ne peut y pénétrer. Depuis 4 ans, le temps s'est arrêté dans la maison de Martine et Yves Belluardo. Je peux pas rentrer. Voilà. La maison est toujours sous scellé en fait, pour essayer de conserver au maximum les indices, pouvoir faire une reconstitution si nécessaire. Dans la maison, j'ai pu rentrer en fait 1 an après. Et puis c'est surtout que c'était resté en l'état, donc ils avaient préparé la table du petit déjeuner qui était encore là, intacte, dans la véranda, donc c'était saisissant quoi. J'ai eu vraiment l'impression qu'ils avaient été saisis dans leur vie comme ça. Que s'est-il passé le soir du 26 novembre? Pour le savoir, les enquêteurs envisagent tous les scénarios. Ils pensent d'abord à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais rien n'a été volé. Ensuite, ils pensent à l'acte gratuit d'un déséquilibré ou à une vengeance. Mais qui pourrait leur en vouloir? Au Mans, les 2 artistes étaient très appréciés. Le jour de leurs obsèques, la ville est sous le choc.
La foule qui s'est pressée à la cathédrale du Mans pour les obsèques d'Yves Belluardo et de sa compagne Martine Schied est le meilleur témoignage de la grande popularité du couple assassiné il y a 10 jours. Leurs amis du théâtre et du spectacle sont venus nombreux pour dire qu'ils allaient leur manquer. Ça mesure plus que leur popularité. Les circonstances font aussi que chacun a envie de s'associer un peu plus à cette tragédie. C'en est une, on appelle ça une tragédie. Et le public aime la tragédie. Ils sont un millier à leur rendre un dernier hommage. Et dans la foule, il y a Julie. Depuis ce jour, l'enquête se poursuit et la jeune femme se bat pour retrouver le ou les meurtriers de ses parents. Dans son combat, Julie peut compter sur sa famille, restée au Mans. Les sœurs de sa mère, Christine. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Et Michel. Bonjour. Salut. Ça va? Bonjour Julie. Ainsi que sur Jean-Pierre, son oncle, et Baptiste, son cousin. Moi, je vous ai amené des photos, vous les avez peut-être pas vues. Ça, c'est Yves et maman sur Cyrano. Mais là, il y a, avec cette espèce de halo, ça doit être pour une affiche ou un truc comme ça. Tout ça, c'est sympa. C'est des belles photos. Puis qui sont récentes, qui sont anciennes, qui rappellent des choses. Qui rappellent de... Ouais, pour moi, c'est un vide. Il ne manque que 2 personnes et qui seront plus jamais là, donc c'est un vide total. Vos frères étaient sagittaires comme moi, donc forcément, on s'entendait bien et bon, et puis là, donc un vide. Et pas savoir aujourd'hui pourquoi, c'est terrible. À la douleur de l'absence s'ajoute l'épreuve de l'enquête. Les policiers s'intéressent d'abord à la vie privée du couple. En premier lieu, c'est la vie de saltimbanque d'Yves Belluardo qui intrigue les enquêteurs. Ils émettent des insinuations difficiles à supporter pour Julie. J'ai entendu un petit peu que il était intermittent, puis qu'il faisait du théâtre, puis qu'il allait à Paris, etc. Donc peut-être une vie un petit peu, voilà, un peu dissolue, déconstruite, on va dire. Et ça, j'ai pas... Vraiment, ça m'a fait du mal parce que rien ne peut justifier ça. Mais alors, en plus, qu'on me dise qu'ils sont comédiens, que... Enfin, j'ai absolument pas compris qu'on aille chercher ça pour... Ensuite, c'est au tour de Martine. Dans le collège où elle enseignait le français, on lui prête une liaison avec un de ses collègues professeurs. Interrogé par les enquêteurs, il est rapidement mis hors de cause, mais le mal est fait. Je pense que les professeurs ont été, tout le monde, parce que ils étaient tous amis en fin de compte. Beaucoup de profs avaient travaillé depuis des années avec Martine, donc tout le monde a été très... Je sais même pas, je sais pas, mais bon, je pense que ça a été très dur pour Saint-Julien aussi. Au Mans, l'affaire Belluardo déchaîne les passions. Certains en profitent même pour régler leurs comptes. Les lettres anonymes s'entassent sur le bureau des enquêteurs. Un certain nombre de lettres anonymes arrivent sur le bureau du SRPJ. Il y en a une qui attire particulièrement leur attention parce qu'elle leur paraît tout de même assez crédible. Cette lettre anonyme donne une partie de plaque d'immatriculation et quelques renseignements concernant un véhicule qui aurait été vu sur place. Le SRPJ parvient à retrouver le véhicule et, énorme surprise, on s'aperçoit que le conducteur est tout simplement l'un des enquêteurs, un des policiers du commissariat du Mans. Alors il sera néanmoins interrogé et puis il prouve tout simplement qu'il était à 300 km de là, en week-end. Des dizaines de témoins l'ont vu, donc bon, la piste s'arrête là. Tout simplement, il a été dénoncé par quelqu'un qui ne lui voulait pas du bien. Pendant 4 ans, l'enquête piétine. Et le tueur des parents de Julie court toujours. Une réalité insupportable pour la jeune femme. C'est difficile de faire son deuil quand on ne sait pas qui, pourquoi... Enfin, ça... C'est-à-dire que là, c'est... Oui, ça peut être une personne qui est rentrée pour cambrioler et qui est... Voilà. Oui, ça peut être un crime au hasard. Voilà. Oui, ça peut être un crime de vengeance ou...
qu'il n'y a personne. Et je me dis, j'habite au Mans et si ça se trouve, je le croise sur le trottoir d'en face ou à côté. Il est là, il sait qu'il a fait ça et que je suis sa sœur. Et voilà, sa sœur, et c'était mon beau-frère. Si par exemple je me promène dans la rue ou n'importe, je me dis, tiens, celui-là, il me regarde drôlement, si ça se trouve, pourquoi pas lui. Aujourd'hui, on se dit, on est devant un mur, il n'y a plus rien, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'informations. Pourquoi? Les questions sont toujours là, et les questions sont sans réponse. On a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est puni ou pas puni, mais qui et pourquoi. Qui a tué Yves et Martine et pourquoi? Deux questions qui obsèdent aussi Thérèse, qui fut la première compagne d'Yves Belluardo. Elle a vécu avec lui pendant 20 ans. Je me suis demandé ce qu'on pouvait faire et j'ai écrit à Rachida Dati. Je lui ai donné les points essentiels du dossier. Elle a été extrêmement touchée. Très vite, l'entourage du garde des Sceaux lui répond. Hasard ou coïncidence, un nouveau juge d'instruction est chargé du dossier. Par chance, nous avons une équipe de policiers de la SRPJ qui a été formidable. Je crois qu'ils sont persuadés, comme nous-mêmes, que la réponse est dans le dossier de leur enquête. Ils ont tous les éléments, depuis 4 ans, ils ont fait tellement de choses, toutes les réponses sont dans le dossier. Aujourd'hui, les policiers attendent le feu vert du juge pour réexaminer certains éléments du dossier. En effet, depuis 2004, la science a progressé. Une nouvelle analyse des traces ADN retrouvées sur place permettrait peut-être de trouver le coupable. Pour permettre une nouvelle autopsie, la justice interdit à Julie d'incinérer ses parents. C'était pourtant leur dernière volonté. Depuis 4 ans, ils sont inhumés provisoirement dans le cimetière des Indigents du Mans. Hein? Oui, mais même, il faudrait un peu d'eau. On va aller chercher un peu d'eau. Ah bah non, ça va geler. Oui, mais le peu, on va le voir comme ça. Tiens, Julie, t'as un caillou là, regarde. Tu m'en donnes un pour l'autre. Merci. Depuis le départ, je demande, parce qu'ils voulaient être incinérés, donc je demande l'autorisation à ce qu'ils soient incinérés. C'est refusé. Et là, il nous a autorisé à les inhumer définitivement, puisque là, c'est des inhumations provisoires dans les emplacements de la ville. Et donc, en fait, mon idée, ce serait une inhumation avec juste un petit jardin, quelque chose. Aujourd'hui, seul un élément nouveau permettra de relancer l'enquête. Découverte de l'arme du crime, confidence d'un témoin ou analyse de l'ADN. Sinon, dans 6 ans, l'affaire sera classée. En matière criminelle, la prescription est de 10 ans. Saura-t-on un jour qui a tué Yves et Martine Belluardo? Tout de suite, le réalisateur Roman Polanski, toujours poursuivi aux États-Unis pour relations sexuelles avec une mineure. Mais d'abord, notre reportage avec la brigade anticriminalité dans le centre de Paris. Bonjour, tu peux me sortir ta poche? Rue du Croissant, au centre de Paris. Commissariat du 2e arrondissement. C'est le quartier général de la brigade anticriminalité du 2e secteur de la préfecture de police. Ces hommes couvrent, entre autres, les quartiers du Louvre, Rivoli, des Halles et des grands magasins. Leur spécialité, la lutte contre le vol à la tire dans les rues de Paris. Tony, tu pars avec qui et où? Avec Fab et Médée, je pense. On va faire Gare du Nord, secteur Nord. Marco. Avec Rico, Bachir. Inspecteur Rico, Bachir. Dom est parti et Béné, t'es avec Fab? Moi, je vais sur les magasins à Opéra. Aujourd'hui, Bachir va pister dans le métro. Il recherche un groupe de filles des pays de l'Est qui volent souvent dans les rames. Elles arrivent sur notre secteur, elles descendent dans les stations et je sais par rapport à certaines personnes qui me donnent quelques infos que depuis quelques jours, tous les matins, vers la même heure,
Elles arrivent toujours au même endroit, donc on va essayer de les trouver. Donc là, on va y aller. Direction Saint-Michel, une station au cœur du quartier touristique, très prisée par les voleurs à la tire. Zimou et Bachir se postent dans une planque de la RATP et installent leur dispositif de surveillance. Là, on se retrouve juste au-dessus des voies. Donc si l'équipe de voleuses que les collègues sont en train de suivre arrive sur cette ligne, comme on le pense, on va pouvoir les voir descendre sur le quai si elles bossent toujours. Donc je vais aller me mettre en place et puis on va voir ça, ok? Quelques instants plus tard, Bachir se retrouve sur le quai. Pour lui, la difficulté est de se fondre dans la foule, observer, sans se faire repérer. Les voleurs connaissent bien la BAC et réciproquement. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Normalement, ils travaillent à la montée, c'est-à-dire quand le métro est à quai, que les portes s'ouvrent, il y a toujours un laps de temps où les gens ils s'agglutinent contre les portes et elles profitent de la cohue pour... il y en a une qui bloque, qui gêne la progression de la personne et l'autre qui lui fait ou les poches ou le sac à dos. Un type de vol très lucratif, entre 1 500 et 3 000 euros par jour. Les voleurs opèrent par groupe de 3 au minimum. Et justement, Rico repère 3 suspects sur le quai. Et il me semble que ça en est ça. Il y a un mec avec moi. Là, c'est bon, ils sont posés, tac, ils sont là. Ça peut éventuellement aussi nous intéresser. Alors, bon, ça va monter. Là, ça bosse pas à la montée. Fausse alerte, le groupe suspect monte dans le métro sans faire de tentative de vol. Mais une équipe peut en cacher une autre. Bachir reçoit un coup de fil d'un informateur. Les filles qu'il recherche viennent d'entrer dans la station. Elles sont arrivées où là? Mais elles sont déjà reparties. Sur mon quai? Et là, elles sortent là. Bah écoute, je vais monter, je vais voir, je vais appeler Rico. Je monte. Elles sont arrivées là? Ouais, elles sont descendues là, elles sont descendues, puis alors, elles sont remontées. Moi, je me suis caché, donc je n'ai pas vu. Et donc, elles veulent me remonter, moi, je serais passé là. Ouais. Merde. Bachir se réorganise pour retrouver le groupe de filles. Elles ont pris Port d'Orléans. Ouais, donc c'est direction Montparnasse. Ouais, à moins qu'elles restent en stand-by un peu plus loin. Écoute, moi je vais monter. Ça va être un coup de cul si j'arrive à les recapter. Quelques stations plus loin, Bachir et Fred aperçoivent les 3 filles sur le quai. Ils veulent vérifier tout de suite si elles ont volé ou pas. Putain, c'est bon, il faut les choper. Ah putain, il faut les choper. Ouais, elles nous ont vus, je vais les taper, je sais pas. Je vais voir, on va les taper. Vas-y, cours. Taper, dans le jargon policier, signifie contrôler. C'est bon, elles viennent, t'inquiète. Vous n'avez rien fait? Vous avez rien fait? Sûr. Je te connais. Ce regard, je te connais. T'as attaqué? T'as attaqué à Saint-Michel ou t'as pas attaqué? À Saint-Michel, est-ce que t'as attaqué? Depuis tout à l'heure, je suis sur toi. Elles filtraient les usagers à la montée. Elles ont attaqué en tête, elles sont montées, bon, elles n'ont pas fait d'attaque. Saint-Michel, ça tourne, ça se replace. Ça fait une attaque à la montée. On pensait qu'au départ c'était pris. Finalement, c'était pas pris et on a passé les fichiers. Il y en a une qui a 2 mois à prendre. À une fiche de 2 mois de prison. La jeune fille était recherchée, elle a déjà été condamnée à 2 mois de prison. Les policiers vont la conduire devant le juge, pas de flagrant délit. Les 2 autres filles sont relâchées. Ces vols à la tire et à l'arraché constituent 60% de l'activité de la BAC Secteur. Elle a été créée spécialement pour ce type d'infraction il y a 7 ans. Retour en surface pour Zimou et son équipe. La chasse au délit se poursuit, mais cette fois en voiture. Ils sont appelés pour une bagarre dans le 18e arrondissement, à la sortie d'un collège. Apparemment des bandes rivales qui vont s'affronter, il serait une centaine. Bon alors, faut pas non plus... Ils ont tendance toujours à gonfler les chiffres, les gens. Bon, à vérifier. Une fois sur les lieux, pas d'affrontement, juste quelques jeunes aux abords du collège. Ensuite. Alors, vous avez vu, personne, pas de rassemblement, pas de centaines de jeunes qui veulent se battre, rien. On a juste 2 élèves qui veulent pas sortir du collège parce qu'ils ont peur, a priori, d'une dizaine de jeunes. Donc maintenant, ce sont des supputations, hein. Soit
soit c'est un petit différend entre lui et un copain d'une bande, soit c'est une tentative de racket. On va le savoir. Mais Vince et Zimou aperçoivent un jeune qu'ils connaissent bien. Ils décident de le suivre discrètement. Le petit jeune là. Le petit gros là, avec son... Un muscle, avec un gamin, un muscle. Il est à côté de la boulangerie. Avec le bonnet noir et le pull à capuche. J'ai l'impression qu'il est en train de dire à l'autre de ne pas y aller, tu sais. Le jeune homme cache un objet dans sa poche. Les policiers décident d'intervenir. On va les contrôler, non? Ouais, mais attends, je passe derrière. Bonjour. Tu peux me sortir ta poche? Ça appartient à qui? Ça, c'est à moi. T'as un dangereux? Non, j'ai juste ma gazeuse. La gazeuse, c'est une bombe lacrymogène, interdite à un mineur. Pourquoi t'as une gazeuse? Une gazeuse de protection parce que D'accord. j'ai eu des problèmes. Hier, t'as eu des problèmes? T'as quel genre de soucis? Il y a des gars, ils sont venus et je me suis embrouillé avec eux. Ah bon? Et aujourd'hui, ils sont revenus? Ouais. Ouais? Et je l'avais souvent au cas où. Ah d'accord. Et c'est toi qui t'es embrouillé avec eux? Non, c'est eux. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Tu sais que même avec ça, c'est un délit? On lève tu sais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me donner le nom de personnes qui sont à l'intérieur? Non, tourne-toi vers moi, Voilà, j'aime bien voir. Non, mais détends-toi, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ok? C'est quoi ça? Ça, c'est une matraque. Ouais, et ça commence à faire beaucoup tous les deux là. Voilà. Ouais. Lui, c'est bon. Voilà. Hop. Vous retournez. C'est pour ça qu'il est pas tranquille. Voilà, c'est pour ça qu'il est nerveux. Voilà. Une bombe lacrymogène et une matraque télescopique identiques à celle de la police. Les deux mineurs cumulent les infractions. Les policiers les emmènent au poste. Apparemment, ils ont eu un différend. Ça fait suite à l'affaire du lycée. Les policiers viennent sans doute d'éviter un règlement de compte entre lycéens. Les deux jeunes de 16 et 15 ans font partie d'une des bandes qui devaient s'affronter. Ils sont emmenés au commissariat pour détention d'armes blanches de 6e catégorie, un délit passible d'une peine maximale de 10 ans de prison. Ils sont maintenus au poste jusqu'à l'arrivée de leurs parents. Chaque mois, la BAC du 2e secteur traite une cinquantaine d'affaires de petite et moyenne délinquance. Zimou, Vince, Mehdi, Rico et Bachir ont terminé leur journée. Cette fois, s'ils sortent en civil, c'est tout simplement pour rentrer chez eux. Le réalisateur Roman Polanski pourra-t-il remettre les pieds sur le territoire américain? Les juges devaient en décider mercredi. Depuis plus de 30 ans, le cinéaste est poursuivi pour viol sur mineur. C'était le 10 mars 1977. Après une séance photo pour un magazine de mode, Polanski, 43 ans, a une aventure avec Samantha Gailey. Elle a 13 ans et rêve de devenir actrice. Le lendemain, les parents de la jeune fille portent plainte. Le réalisateur est arrêté par la police de Los Angeles pour viol. Les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. François Le Figaro, Le Monde avait véritablement pris fait et cause pour Polanski à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Polanski, il est de chez nous. Et il s'était fait avoir par les États-Unis, quoi, en gros. Donc il y avait ce côté un peu parti pris. Devant la justice, Polanski ne reconnaît pas le viol, mais plaide coupable pour avoir eu une relation sexuelle avec une mineure. Il risque 50 ans de prison. Mais la veille du verdict, il prend l'avion pour l'Europe. À Berlin, le cinéaste n'hésite pas à s'afficher publiquement avec des jeunes filles lors d'une soirée. Pour le juge américain en charge du dossier, c'est une provocation. Polanski joue au chat et à la souris, il est assez provocateur et je pense qu'à l'époque, il ne mesure pas l'acharnement des États-Unis et de la justice américaine. Aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, un documentaire de Marisa Zenovic relance l'affaire. Ce film apporte notamment le témoignage de Samantha Gailey elle-même, la victime présumée. Samantha Gailey, qui est mère de 2 enfants, est invitée avec son avocat sur le Larry King Show, une sorte de show très très regardé aux États-Unis, pour parler à nouveau de l'affaire. Et
Samantha pardonne publiquement à Polanski cette affaire. Et malgré tout, on est en 2009, Roman Polanski reste sous le coup d'un mandat d'arrêt. Donc en fait, il ne peut pas remettre les pieds aux États-Unis. Polanski n'est jamais retourné aux États-Unis depuis 1977. Pas même lorsqu'il reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur pour Le Pianiste, en 2003. Les avocats de Polanski ont déposé une requête demandant l'abandon des poursuites. La Cour supérieure de Los Angeles devait l'examiner mercredi. En l'absence de Polanski, elle a refusé de le faire. Le cinéaste est donc toujours poursuivi par la justice américaine. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, en immersion au tribunal correctionnel de Toulon. Je vous le jure que c'est pas moi. Je n'étais pas au volant. Ma parole que je n'étais pas au volant. Vous allez vous retrouver avec un casier judiciaire. Tout ça parce qu'un individu n'a pas roulé assez vite, à votre idée, sur la route. C'est totalement effarant.